Donc, merci à toutes et tous. Alors, je vais ce soir vous parler de la théorie décoloniale et à partir de l'exemple et plutôt de l'espace où ces questions sont théorisées, sont débattues, sont dans le débat public depuis au moins les années 90. Donc, ça fait déjà plusieurs décennies et qui, c'est vrai, sont arrivées en Europe un peu plus récemment, à partir surtout des années 2010, je dirais. Et donc, on va faire un petit peu cette généalogie pour commencer et comprendre ce que c'est que cette théorie décoloniale, ce que cela veut dire et quelles éventuellement sont les implications ici et pourquoi cette résonance aujourd'hui dans notre pays. Alors, je partirai de deux phénomènes qui font penser, qui font débuter cette interrogation sur le décolonial. Par exemple, si on prend, on va partir effectivement d'Amérique latine, la pauvreté, par exemple, au Mexique au XXIe siècle, si on regarde, alors même si les infographies sont en espagnol, on peut comprendre, ou en tout cas, on peut voir que lorsqu'on s'intéresse à la pauvreté, la population autochtone, indigène, comme on l'appelle en castillan, en espagnol, est toujours beaucoup plus marquée par ces phénomènes de pauvreté, voire de pauvreté extrême. Et comme vous le voyez dans l'infographie plus petite, 9 sur 10 femmes, 9 sont autochtones et vivent dans une situation de vulnérabilité socio-économique. Donc ça serait pour le premier exemple. Les autochtones sont toujours beaucoup plus concernés en Amérique latine par la pauvreté et l'extrême pauvreté. Autre exemple, ou toujours en gardant ou en restant sur cet exemple de la pauvreté, au Brésil. Au Brésil, sur ces situations de pauvreté, on constate que la proportion de personnes qui vivent en dessous donc du seuil de la pauvreté, sont principalement des personnes afro-brésiliennes, donc l'ascendance des personnes noires ou, enfin, comme on dit en portugais, pretas ou pardas, les personnes afro-brésiliennes. La pauvreté, si on regarde sur la première carte, 43% de la population, ça concerne qui vit en dessous de seuil de la pauvreté, se trouve dans les régions du nord et du nord-est, qui sont habitées en grande partie par des autochtones et surtout des afro-brésiliens. Lorsqu'on constate aussi la violence, et vous savez, le Brésil est un pays qui malheureusement fait parfois la une des journaux par son taux d'homicide. Sur 100 000 habitants, la majorité d'entre eux, ce sont des hommes, et ce sont des hommes noirs pour la plupart, donc comme on dit au portugais, afro-brésiliens, qu'ils soient pardos ou pretos ou pardos. Donc, ça nous invite, pour nous, chercheurs, chercheuses, à nous interroger, à nous dire qu'on est au XXIe siècle. Ces phénomènes, soit ils sont simplement le fait du hasard, mais quel hasard? Est-ce que, de deux choses l'une, soit ces groupes sociaux infériorisés, que ce soit les autochtones ou les personnes noires des Amériques, sont ataviquement infériorisés, c'est quelque chose, en quelque sorte, une malédiction qu'elles n'arrivent pas à s'extraire depuis des siècles, de manière prédisposée, il y aurait une sorte de prédisposition, par exemple, à la pauvreté, à la violence, ou ce sont des circonstances sociales et historiques qui expliquent que jusqu'à aujourd'hui, alors même qu'on n'est plus en situation de colonisation, ni le Portugal ni l'Espagne colonisent ces territoires, mais on remonte à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait colonial, il a encore des effets dans nos sociétés, les sociétés latino-américaines. 3 courants de pensée issus d'espaces géographiques différents vont partir de cela. Bon, pas de l'Amérique latine spécialement, mais de fait qu'aujourd'hui encore, on vit sous l'effet où on a
des séquelles du temps de la colonisation, du fait colonial. Donc 3 courants issus de ces espaces géographiques différents vont interroger cette persistance du fait colonial dans nos sociétés contemporaines. Ces courants sont le courant dit subalterne ou appelé subalterne, les subaltern studies qu'on étudie en anglais, le courant postcolonial qui a donné naissance aux postcolonial studies et le décolonial ou les decolonial studies qui donc ces 3 courants ont en commun de s'intéresser à ces effets du colonialisme aujourd'hui. Alors, pour rapidement, peut-être ça peut paraître intéressant, enfin ça me paraît en tout cas moins intéressant d'interroger ou comment ces 3 courants viennent poser les questions de la persistance du fait colonial aujourd'hui. Alors peut-être commencer par le plus ancien ou celui qui, en tout cas, apparaît en premier lieu, les études ou les dites subalternes de l'espace de la péninsule indienne. En particulier, ce sont des historiens comme Ranajit Guha qui, dès les années 80, posent la question de la domination et la subordination de cet espace, comment cette domination a encore des effets aujourd'hui et donc comment il faut la comprendre, pourquoi il faut la comprendre. Pour eux, puisqu'ils s'intéressent à la péninsule, au sous-continent indien, eh bien, ce qui les concerne historiquement, c'est la domination britannique, n'est-ce pas? Et donc, à partir de cette généalogie, peut-être de cette pensée, de ce qui est la richesse de ces études sur la colonisation britannique, on va poser plutôt les questions de la classe et ils vont produire et proposer un concept qui est resté et qu'on emploie même en théorie décoloniale, celui de la subalternité ou des subalternes, qui permet d'interroger à la fois les personnes dominées. Subalterne veut dire qu'on inclut dans les colonisés, les dominés, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant dans ce terme, me semble-t-il, c'est la capacité d'action de ces personnes, que même dans la subalternité, dans des situations de domination extrême ou très importante, il y a une capacité, il y a une petite marge, parfois très infime, mais quand même d'agentivité, d'action, et c'est ça que comprend ce terme de subalterne. Comme je vous disais, donc cette lecture de cette histoire se fait depuis la péninsule indienne et notamment aussi en lien avec des chercheurs et des chercheuses qui vont travailler dans une université britannique, au Sussex en particulier, l'université du Sussex en particulier, et on a des noms comme Shahid Amin, Gautam Badra, Dipesh Chakrabarty, Gayatri Spivak, qui est celle qui, par exemple, a travaillé sur ce concept de subalterne, entre autres. Alors donc, ce cas de spécifique, c'est une lecture à partir d'un contexte colonial particulier. Vous voyez, c'est celui de la péninsule indienne, et donc qui fait qu'on interroge beaucoup plus ces questions, par exemple l'histoire orale. On a eu des travaux sur notamment l'oral, cette colonisation britannique. Le second courant dont je vous parlais, qui interroge ce fait colonial, est ce qu'on appelle les études postcoloniales, et en particulier à partir du travail pionnier d'Edward Said, qui en 1978 déjà s'interroge sur comment l'Occident a construit une image subalterne, justement, j'ai envie de dire, de l'Orient. L'Orient, d'ailleurs, comme l'absolu opposé de l'Occident. Dans son livre « L'orientalisme », Edward Said s'interroge sur cette construction de l'Orient, des orientaux et orientales, comme vraiment l'autre par excellence, de l'altérité. L'altérité barbare, je dirais, exotique et barbare. L'oriental et le sanguin, le violent, des représentations qui restent, là on est particulièrement concerné par l'actualité de cette violence. Les femmes plutôt par la sensualité, voire la sexualisation
de ces femmes. Donc, cette interrogation sur la construction de cet Orient comme l'exotique, l'autre, apparaît et le fondement de cette perspective postcoloniale. Donc, ce courant de pensée interroge les fondements de l'hégémonie culturelle de l'Occident. Comment l'Occident va construire cette supériorité, surtout à partir de l'époque des Lumières européennes. L'Occident se montre comme supérieur et va justifier des entreprises coloniales des 18e, surtout 19e et 20e siècles. Donc le courant postcolonial pose la question des Lumières comme ce moment qui inaugure la modernité et l'eurocentrisme, et le situe au XVIIIe siècle, puisqu'il entre par l'interrogation de deux empires coloniaux que sont l'Empire britannique et l'Empire français. Et le grand essor de ces empires, ce sont les XVIIIe, XIXe siècles, début du XXe siècle. Il propose, à partir de cette vision, de se dire on va défaire cette supériorité de l'Occident, construite historiquement, pour légitimer les entreprises coloniales, les conquêtes coloniales. Et ce qu'il faut, dit Dipesh Chakrabarty, qui est justement aussi subalterne, de provincialiser l'Europe, que l'Europe ne soit pas cet supérieur espace de référence, mais que le voir comme une province parmi d'autres provinces du monde. Et c'est important, en fait, pour pouvoir situer un petit peu ces courants, de voir quels sont les auteurs qui proposent ou qui sont interrogés, qui sont sollicités, qui sont les références de ce courant. On va avoir Homi Bhabha, Fanon, Frantz Fanon, Albert Memmi, Achille Mbembe, par exemple, Aimé Césaire, entre autres, qui sont pour nous, par exemple, en France, très marqués. On est marqué par ces références parce qui écrivent en français, qui se réfèrent à cette histoire. Et enfin arrive donc notre troisième courant dont je vais vous parler plus en détail, celui des études décoloniales, qui interroge aussi le fait colonial, mais comme si vous constatez, pour le premier, les subalternes, c'est depuis l'histoire de la péninsule indienne. Les études postcoloniales, c'est plus les empires français, britanniques, et ces régions, donc l'Afrique, le Proche et Moyen-Orient, et les décoloniaux vont faire une critique à ces deux autres courants, et surtout aux études postcoloniales, en disant c'est très intéressant, c'est absolument intéressant de poser ainsi l'hégémonie culturelle de l'Occident, mais vous oubliez que cette hégémonie culturelle, elle n'est pas construite au XVIIIe siècle, en fait, parce que avant le XVIIIe siècle, il y a eu deux autres grandes puissances coloniales qui ont, en réalité, ouvert ce cycle de la modernité, et c'était l'Amérique latine. L'Amérique dite latine, c'est là où a commencé l'hégémonie culturelle occidentale et européenne. Et donc, celui qui va inaugurer ou entrer, ou au moment où on va entrer, d'ailleurs, ce n'est pas anecdotique, que ce courant se développe surtout à partir de 1992, un moment où, en Europe et surtout en Espagne, on est en train de commémorer les 500 ans de la dite découverte de l'Amérique, qui, depuis la perspective justement latino-américaine, ce n'est pas du tout une découverte, mais le début de la colonisation, le début du génocide des peuples autochtones et le début, justement, de l'hégémonie culturelle occidentale sur les cultures qui vivaient, à peu près 100 millions de personnes qui vivaient dans les Amériques en 1992. Donc, la perspective décoloniale, elle vient compléter, en quelque sorte, les autres. Elles ne sont pas en opposition, elles viennent parler depuis des lieux d'énonciation différents. Et les latino-américains, dont Aníbal Quijano, vont forger un terme qui est absolument central pour comprendre leur démarche, celui de colonialité du pouvoir. Et pourquoi ils parlent de colonialité du pouvoir ? Parce qu'en 1992, ça fait aussi presque plus de 150 années où ces pays sont dits indépendants. Parce qu'on ne peut plus parler, en 1992, de colonisation, ni de l'Espagne, ni du Portugal. Donc, en fait, avec le terme de colonialité,
Quijano dit, oui, justement, nous, on a terminé la colonisation, si vous voulez, de l'Espagne et du Portugal depuis le XIXe siècle, mais la colonialité se maintient, c'est-à-dire des formes coloniales de pouvoir qui n'ont pas disparu avec les indépendances. Donc, en fait, ce que disent aussi les autres courants, que la décolonisation ne s'est pas faite réellement avec les indépendances. Au contraire, elle s'est maintenue, elle s'est perpétuée, elle s'est transformée et elle reste présente. Ce qui explique ce que je disais au début de l'exposé, pourquoi on soit encore au XXIe siècle avec les mêmes populations colonisées de 1492, les autochtones et puis les Afro-Américains en général, qui sont les populations qui restent attachées à des systèmes d'exploitation jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la notion de colonialité du pouvoir. Pour lui, en plus, la race, et ils viennent le poser de manière encore plus évidente que les autres courants, me semble-t-il, la race comme instrument de domination coloniale. Comment, en fait, la colonisation, elle est toujours venue et aller de pair, de la main, avec la racialisation des populations, c'est-à-dire de construire, et l'Amérique est un laboratoire complètement, malheureusement, je dirais extraordinaire, malheureusement, parce qu'elle s'est construite, elle a construit sa racialisation par l'histoire tragique, la mort de 90% de la population, la disparition, l'extermination de 90% de sa population autochtone, la déportation de millions d'Africains, essentiellement, et africaines qui arrivent pour être exploitées dans les plantations pendant plusieurs siècles. Donc, et d'autres populations ensuite, au XIXe siècle, des Asiatiques également vont venir. Donc, en fait, là, et dans les Amériques, la question raciale est complètement évidente et centrale dans cette construction de la domination. Donc, pour nous, latino-américains, 1492, c'est le début de la modernité. Ce n'est pas le XVIIIe siècle, ce ne sont pas les Lumières, puisqu'en fait, à la période des Lumières, on était déjà en plein dans la colonialité, déjà depuis longtemps. Ce groupe donc s'intitule, le groupe de chercheurs s'appelle le groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité, pour celles et ceux qui ont entendu parler peut-être de ce groupe. Et parmi ces chercheurs et chercheuses, on trouve Enrique Dussel, Walter Mignolo, Santiago Castro Gómez, María Lugones, Catherine Walsh, Ramón Grossfogel, Nelson Maldonado Torres, entre autres. Donc maintenant, si je viens proprement aux études décoloniales. Tout commence donc pour nous en 1492. Bon, là, nous avons je vous présente un tableau du XIXe siècle, mais qui est traduit, illustre, à mon avis, vraiment comment se construit la colonialité. Sur ce tableau, donc, on voit qui représente l'arrivée, le débarquement de Christophe Colomb le 12 octobre 1492 dans l'île de Guanahani, donc dans la Caraïbe. On voit bien la construction, la construction d'une supériorité occidentale qui ne correspond pas à l'histoire de ce moment-là, puisque, comme vous le savez, ces hommes arrivaient exténués, malades, fatigués, complètement au bord presque de l'inanition, et sont plutôt reçus par des autochtones qu'on voit en plus vraiment en marge, en périphérie du tableau, en situation d'infériorité, et ça c'est ce que c'est que la colonialité du pouvoir. On arrive à ce moment-là, alors que historiquement, si on le pense bien, autour d'une centaine de personnes arrivent en 1492 face à des milliers de personnes qui vivent là, qui vivent dans leur territoire, qui ont la santé, qui ont des armées, qui auraient pu les faire prisonniers, qui auraient pu les emprisonner, qui auraient pu même les tuer, voire les réduire en esclavage, eh bien, ils sont certainement, alimentés, on leur permet de se restaurer pour continuer leur voyage, et c'est le début de notre colonisation. On rappelle donc, et ils vont fonder les premiers grands empires coloniaux qu'on oublie souvent depuis le lieu duquel
on énonce cette histoire, on lit cette histoire, on va oublier. C'est vrai que, par exemple, en France, c'est naturel qu'on pense à l'empire colonial français. Et donc, on est plutôt 19e, 20e siècle. Mais si on pense depuis l'Amérique latine, nous, les empires coloniaux, la première version de ces empires coloniaux, qui est aujourd'hui 2 pays qui n'ont pas cette puissance, même économique aujourd'hui, ce sont l'Espagne et le Portugal, qui se divisent le monde à la fin du XVe siècle et qui inaugurent en fait la période de la colonialité du pouvoir. C'est pour ça que pour nous, le terme de colonialité, j'y reviendrai, commence à ce moment-là. Ensuite, et à partir de là, ça ce sont les premiers empires coloniaux, on va finir ou on va arriver aux empires coloniaux du XXe siècle. Donc pour nous, en fait, il y a une continuité entre les premiers empires coloniaux du XVIe siècle jusqu'à arriver au début du XXe siècle, qui est le moment de grande expansion. Mais vous voyez, l'Amérique dite latine, dite latine, elle est déjà indépendante, entre guillemets, bien qu'on pourrait l'inclure pour nous. Donc c'est vrai que je te dis, oui, c'est vrai qu'il y a de décolonisation ailleurs, mais nous, notre colonisation en quelque sorte, ou notre décolonisation, elle n'est pas terminée, elle ne s'est jamais produite. Donc en 1992, au moment où commence à être interrogée cette question de la colonialité, on est les latino-américains et latino-américaines, en 1992, se disent « nous n'avons rien à célébrer ». Cette date du 12 octobre, pour nous, c'est le début de la colonisation, de l'invasion, du génocide. Et donc, cette date, qui d'ailleurs est, comme vous le savez, la fête nationale de l'Espagne, pour nous est plutôt la manière de marquer le début de cette colonialité. Dans ce contexte-là, en 1992, on dit plutôt, les autochtones disent il faut se décoloniser. Donc vous voyez, c'est un moment crucial et central pour nous. À ce moment-là, un chercheur péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano propose donc ce concept de colonialité du pouvoir pour parler de tout ça. Quijano donc dit que la colonialité du pouvoir, c'est le fait que en 1992, quand il commence à penser cela, cette question du fait colonial depuis l'Amérique latine et le Pérou plus particulièrement, il se dit qu'on ne peut plus parler de colonisation, ni même de néocolonisation, ni même de néocolonialisme. Parce que pour lui, ce n'est pas une nouveauté, c'est une continuité. Vous voyez, colonialité insiste sur la continuité, alors que des formes que peut-être dont vous avez entendu parler, ou que peut-être on emploie parfois ici, néocolonialisme, pour lui, ce n'est pas tellement nouveau, ce n'est pas nouveau du tout, on le voit comme une continuité, où à partir de 1492, on a plutôt inauguré des formes d'exploitation d'autres espaces et qui se sont évidemment transformés selon les lieux, se sont adaptés à différents lieux, mais qui gardent le même ADN, qui sont la même racine. Cette racine est d'ailleurs le fait de racialiser les populations dominées. Et lui dit déjà à la fin du XXe siècle que l'idée de race est l'instrument le plus efficace de domination sociale inventé dans les 500 dernières années. Et que pour lui, en plus, cette race construite à ce moment-là, en 1492, elle ne peut pas être séparée du capitalisme. Et qu'en fait, si on regarde l'évolution, vous savez, on étudie aussi en histoire l'évolution du capitalisme à partir du XVIe siècle, à partir d'ailleurs de l'exploitation de l'or, de l'argent des Amériques, des mines des Amériques. Eh bien, il dit, mais c'est parce qu'en fait, le capitalisme et la colonisation et la racialisation des populations, tout ça va ensemble, est lié. On ne peut pas le dissocier. Et ça commence où? Dans les Amériques. Et petit à petit, progressivement, dans le temps, ça va être exporté, ce modèle qui est expérimenté dans les Amériques, ce modèle de domination, et il va s'étendre au reste du monde et passer de ma première carte du XVIe siècle à la carte du début du XXe siècle. C'est ça ce que dit Quijano. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le tournant décolonial, ce qu'il propose, Quijano.
Quijano est un collègue d'Emmanuel Wallerstein qui, aux États-Unis, pense la question du système monde. Comment le capitalisme s'est étendu à un monde, et vous savez, c'est lui où à partir de là, on va forger cette expression de mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est que le capitalisme s'installe dans toute la planète. Eh bien, en pensant cette question de comment s'instaure un système mondial, un système global, Quijano va dire que c'est avec cette question coloniale, qu'il ne faut pas séparer la question coloniale de l'expansion du capitalisme. Donc pour lui, 1492 est ce moment premier, inaugural, premier de cette colonialité, et que la colonialité c'est cette ligne jaune que vous voyez, c'est celle-là la colonialité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on ne s'interroge pas s'il y a colonisation, décolonisation, c'est la colonialité, puisque ça n'a pas changé. Pour nous, les autochtones continuent à vivre principalement dans les favelas, les Afro-Brésiliens sont dans les favelas, les conditions de précarité touchent les autochtones et les Afro-Américains en général sur tout le continent. Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans la continuité, on n'est pas dans la rupture, on n'est pas... Et ça, qu'on aille du nord du Canada jusqu'à la Terre de Feu, on est toujours sur ces mêmes problématiques. Donc c'est qu'il y a de la continuité. Donc pour lui, 1492 inaugure le moment de la modernité, et qu'il faut distinguer cette colonialité avec le colonialisme ou la colonisation. Pour Quijano, le colonialisme et la colonisation font partie de la colonialité, sont intégrés dans la colonialité. En quelque sorte, la colonialité, c'est le grand sac dans lequel on va trouver des formes de colonisation, d'ailleurs parfois différentes. On dit que la colonisation britannique, elle n'est pas exactement la même que la colonisation française, qui elle-même n'est pas la même que la colonisation portugaise. Bon, tout ça, ces formes de colonisation sont dans un grand sac qui est la colonialité du pouvoir. Et modernité va toujours de pair avec la colonialité. Le second point du tournant décolonial, c'est que cette colonialité instaure des sociétés racistes. Et donc à chaque fois, et en reprenant la phrase de Frantz Fanon, une société est raciste ou ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point moyen, à moitié, partiellement, 20%. Non, elle est ou elle ne l'est pas. Les sociétés coloniales sont instaurées avec un fonctionnement de racialisation de la population, et donc elles sont racistes. Mais pas racistes d'une manière individuelle, ce n'est pas les populations elles-mêmes qui ne s'aiment pas entre elles, ou c'est parce que c'est un système, c'est structurel à la colonisation. C'est structurel à la colonisation et au développement du capitalisme. Donc en fait, à partir de 1492, ce que vont dire les penseurs et les penseuses de la décolonialité, c'est que nos sociétés américaines, elles sont, et à partir de là aussi le reste du monde, divisées toujours, elles sont toujours hiérarchisées. La colonialité instaure une hiérarchisation. Il n'y a pas dans une société coloniale d'égalité entre les populations, les êtres humains, et dans chaque groupe, il n'y a pas d'égalité non plus. D'abord parce que le monde entier va être, à partir du XVIe siècle, divisé en deux catégories très distinctes. Une zone, en reprenant alors l'expression aussi de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, la zone de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone de l'être ? La zone de l'humanité, la zone dans laquelle on va trouver les humains et les humaines à part entière. Que veut dire être un humain ? Si on reprend notre définition des Lumières, les humains, les droits de l'homme, c'est d'abord le respect de la personne humaine, non ? Le respect de la vie de cette personne, la possibilité, l'être, ça veut dire ce droit déjà à vivre de manière décente, à vivre de manière correcte, en ayant un toit, en ayant de quoi manger, en ayant de quoi satisfaire les besoins essentiels. C'est ça, un humain. Et un humain ne tue pas un autre humain. Il respecte, il y a des respects des humains entre eux.
Et l'autre, donc ça c'est la zone de l'humanité. Mais il y a aussi une zone du non-être. Si on reprend donc Fanon. Donc si la zone de l'être est celle des humains et des humaines à part entière, la zone du non-être c'est celle des non-humains et humaines. Ceux qui n'ont pas la catégorie, ne sont pas considérés véritablement comme des humains et des humaines à part entière. Alors, dans nos sociétés coloniales des Amériques hispaniques, alors je parle là plutôt de l'Amérique espagnole, on va trouver au sommet de cette pyramide les Européens, les Européennes, les créoles, alors qui, pour nous, en Amérique hispanique, enfin dans l'espace, les ex-colonies espagnoles, les créoles sont les Européens nés, et au Brésil aussi, puisque le terme vient de créolo, qui veut dire, pour eux, c'est les Européens nés dans les Amériques, donc qui ont à peu près, enfin, bon, ce sont des Blancs, pour nous, dans les Amériques. Ensuite, une catégorie très large de métis et de métis, puisque cette histoire est aussi celle du métissage. Les groupes qui viennent, se trouvent habités depuis des siècles en coexistence, eh bien, vont se mélanger et ça va créer un espace de beaucoup plus de métissage que dans d'autres continents dans cette histoire coloniale. Ensuite, dans cet espace, on va catégoriser les subalternes. La zone du non-être serait celle de la subalternité, avec 3 groupes. Alors, parce que historiquement, les Asiatiques qui arrivent au XIXe siècle, enfin, j'allais mettre un petit peu l'histoire en fait, de ces populations pour que vous compreniez un peu pourquoi elles sont classées ainsi. Au XVIe siècle, déjà, on a le génocide des peuples autochtones. 90% de la population du continent disparaît en moins de 100 ans. Au XVIe, et parce que c'est ce génocide des origines qui va faire développer un système qui existait déjà. Ça n'apparaît pas, l'esclavage n'est pas inventé avec la colonisation, mais on va utiliser ce système qui existait déjà pour compenser justement la main-d'œuvre perdue, disparue, par le génocide des autochtones. Donc à partir du XVIe et XIXe siècle, cette esclavisation des Africaines et Africains et de leurs descendants, 10 millions de personnes ont été déportées de l'Afrique vers les Amériques durant cette période, va venir être une main-d'œuvre aussi. C'est pour ça une main-d'œuvre utiliser tout cela pour le capitalisme. Au XIXe siècle, on aura aussi, après l'abolition d'ailleurs de l'esclavage, pour encore compenser, c'est pour ça que c'est toujours une histoire qui est en lien avec le capitalisme, pour compenser cette perte, disons, du point de vue des maîtres et ceux qui possédaient des esclaves, les propriétaires d'esclaves, on va aussi introduire par exemple des contrats de travail, d'exploitation, comme ceux des coulisses, pour des Chinois, des Japonais, des Indiens, qui vont venir et travailler dans des situations de servitude et d'exploitation. Et puis au XIXe et XXe siècle, encore des Européennes et Européens, des Italiens notamment, l'Argentine. 3 millions de personnes arrivent en Argentine entre 1880 et 1930. Des Syriens, des Syriennes, des Libanais, par exemple, arrivent aussi entre autres. Donc c'est cette multiplicité des populations et des déplacements souvent forcés de ces populations qui va créer cet espace, des sociétés qui, par rapport à d'autres, sont extrêmement hiérarchisées. Et vous savez que c'est ça qui explique aussi le colorisme qui existe dans ces sociétés, parce qu'on est dans des espaces où le métissage, de fait, va arriver rapidement, même si on avait essayé de l'interdire. Alors, tout ceci, peut-être pour résumer jusque-là, donc quels sont les caractères spécifiques de ce tournant décolonial ? Qu'est-ce qu'a de particulier le courant décolonial par rapport aux autres courants dont j'ai parlé au début de
la présentation. D'abord que, en théorie décoloniale, on distingue, donc vous avez compris, le colonialisme de la colonialité. Le colonialisme fait partie de la colonialité. Ce n'est pas du tout la même chose. Le colonialisme est un moment dans le temps de la colonialité. La deuxième est que la colonialité est dit le côté obscur de la modernité. Et pour nous, à chaque fois qu'on voit de la modernité, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a la colonialité. Pour vous donner un exemple, tous les ans ou très régulièrement, nous avons des nouveautés de téléphones, ordinateurs, etc., qui sont présentées comme la modernité ou de nouvelles technologies, techniques, etc. Eh bien, on sait que derrière, il y a un côté obscur qui fabrique. À quel prix ? Non seulement de personnes, mais de l'espace, de la nature, non, on va dire ça, j'y reviendrai. Donc c'est ça ce que pense la théorie décoloniale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose qu'on nous dit moderne, le chemin de fer, la modernité des chemins de fer au XIXe siècle. Mais combien de personnes sont mortes, été exploitées pour la construction de ces chemins de fer ? Qui bénéficiait ? Qui sont les bénéficiaires même de cette circulation ? Est-ce que ce sont les populations, les personnes qui y ont participé ? C'est ça qu'interroge le côté modernité et colonialité. Pour nous, il faut aller au-delà, en paraphrasant Dipesh Chakrabarty qui disait qu'il fallait provincialiser l'Europe. Les décoloniaux d'Amérique latine disent qu'il faut régionaliser l'Europe aussi. Qu'il faut penser cette colonialité en termes de système mondialisé, c'est-à-dire que la théorie décoloniale pense plutôt le monde entier. Il faut penser que l'Amérique, c'est un des moments de la colonialité, mais qu'après, il y a d'autres espaces et d'autres moments aussi à penser. Donc un système mondial. Et que la théorie décoloniale se propose comme un paradigme autre, et pas comme le nouveau paradigme. C'est un paradigme. Et en fait, la théorie décoloniale, contrairement à ce qu'on veut lui faire, parfois les accusations qu'on lui porte, à savoir qu'on veut absolument remplacer tout l'Occident, que tout ce qui est en Occident est négatif, ce que propose la théorie décoloniale, c'est pas du tout que disparaisse l'Occident, ni la pensée occidentale, ni les penseurs occidentaux. C'est de dire que ce sont des penseurs, mais des penseurs de cet espace qui répondent à des problématiques de cet espace, mais on n'a pas besoin d'universaliser chaque pensée, chaque découverte, chaque nouveauté inventée en Occident au reste du monde et à l'imposer comme la seule et unique voie de salut. Ça ne veut pas dire qu'on veut défaire la littérature ou les découvertes autres, inventées ici, on les respecte, mais c'est un paradigme parmi d'autres. Et les décoloniaux aussi se disent, et nous on propose un paradigme parmi d'autres, mais plutôt la pluralité des paradigmes. Et c'est pourquoi on ne peut pas penser en termes universels. Non pas parce que l'universel, ça ne nous plaît pas, c'est parce qu'on ne peut pas imposer à d'autres ce que ces personnes n'ont jamais, ou que ces peuples n'ont jamais demandé. Y compris même si c'est quelque chose de très bon, de très beau, de très... Ces groupes ne l'ont pas forcément, n'en ont pas besoin, ne l'ont pas demandé, et ont leur propre paradigme et leur propre réponse à leurs propres besoins. Donc, y compris, même si c'est une très bonne idée ou ça vient d'une très bonne intention, par exemple, d'ouvrir, je ne sais pas, une maternité en plein Amazonie, en pleine forêt amazonienne, à Iquitos. Maintenant, Iquitos, c'est une grande ville, il y en a déjà une, mais dans un village en plein milieu de l'Amazonie. Mais si ces personnes ou ces populations ne l'ont pas demandé, même si c'est fait avec une bonne volonté, eh bien, c'est peut-être pas les besoins de cette communauté. Donc, l'universalité, même si elle a de bons projets, un bon projet, elle n'est pas du tout
Enfin, elle est une imposition aussi coloniale. Elle est une imposition, c'est-à-dire de décréter que ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde. Nous ne sommes pas, enfin, surtout si on ne demande pas à cet autre monde ce que cet autre monde désire. Donc nous, ou dont cet autre monde a besoin. Donc, au lieu de proposer le terme d'universalité, nous, en théorie décoloniale, la proposition est celle de la pluriversalité, c'est-à-dire que le pluriel est là une réponse justement pour rompre cette volonté d'universalisme qui a d'ailleurs légitimé beaucoup de colonisation et de colonialité. À partir de cette base, il y a d'autres concepts, enfin la théorie décoloniale, à partir de l'idée de colonialité de pouvoir, il y a eu d'autres concepts qui se sont venus joindre, qui sont venus compléter, disons, la théorie de Quijano, colonialité du genre, la question de l'interculturalité, de la transmodernité, de la colonialité du savoir, de la colonialité de la nature, de la colonialité de l'être, de la senti-pensée de la terre, c'est-à-dire sortir de la logique que tout est rationnel, mais qu'on peut aussi apprendre beaucoup de choses à travers les sens et la sensation. L'épistémicide, par exemple. Alors, je ne vais pas vous en parler de tous, surtout qu'il ne me reste pas trop de temps et que j'ai choisi de vous proposer 2 concepts pour pouvoir un peu les détailler et voir comment on pense la colonialité sur des choses qui nous paraissent et qui, il me semble, peuvent vous intéresser, à savoir la colonialité du genre, les questions de genre, puisque on est dans un pays qui défend ou qui a une tradition féministe, de théorie féministe. Et le deuxième, la question de la nature, puisqu'aujourd'hui, et surtout ici à CY, on est très intéressé, on est porté par cette question très juste de ce qu'on fait ou de la transition et les questions d'environnement. Donc parler de la colonialité de la nature. Alors le premier point, ou premier concept qui vient se greffer à celui de colonialité du pouvoir est celui de colonialité du genre, forgé par une philosophe argentine qui s'appelle María Lugones, qui est une philosophe féministe et chercheuse argentine, qui est née en Argentine et qui va travailler avec Aníbal Quijano aux États-Unis. Elle est originaire de Buenos Aires et elle fait des études à l'Université de Californie, puis au Wisconsin. Et elle devient surtout le professeur de littérature comparée et d'études de genre à l'Université de Binghamton, justement où enseignait Quijano. Donc elle connaît Quijano et elle va discuter cette question de la colonialité. D'ailleurs, en proposant à Quijano de s'intéresser à la question du genre, ce qu'il n'avait pas posé dans son concept de colonialité du pouvoir. Il se dit, mais c'est très intéressant, tout ce que tu racontes, mais peut-être il faut aussi s'intéresser aux différences de genre en contexte colonial. Et c'est dans cette logique ou dans cette ligne que María Lugones va proposer cette idée, proposer le concept de colonialité du genre en 2008, et qui s'articule autour de 2 idées centrales. La première est que la catégorie femme, et nous savons ici par exemple en France que depuis au moins Simone de Beauvoir, on le dit, on ne naît pas femme, on le devient, donc c'est pour ça que, mis entre guillemets, femme c'est une construction, ce n'est pas une naissance, si on suit cette ligne féministe. Bon, cette catégorie même de femmes, qui est une construction historique et sociale, eh bien, ce n'est pas seulement une construction historique et sociale, elle est liée à la question coloniale. Elle est aussi une invention coloniale dans les Amériques. Et je vais expliquer pourquoi. Juste, je vous présente d'abord les 2 idées centrales. La première, donc, est celle-là. La catégorie femme, c'est une invention coloniale. La deuxième, c'est que le binarisme de genre, le fait qu'on divise de genre toujours masculin-féminin, eh bien, c'est aussi une imposition coloniale pour nous dans les Amériques, dans certains espaces, pas tous. Il y a certains qui divisaient déjà en genre, mais il y avait beaucoup d'espaces où il n'y avait pas ce binarisme et que ce n'était pas la norme, en tout cas, avant la colonisation des Amériques.
Alors, le premier point, donc, que la catégorie femme est une invention coloniale. María Lugones le conceptualise à partir des travaux d'une chercheuse nigériane qui s'appelle Oyeronke Oyewumi et qui avait étudié la question plutôt en contexte africain, les Yoruba au Nigeria, ce groupe ethnique qui qu'elle connaît bien, puisque et qui avait été une colonie britannique entre la fin du 19e siècle et le début, la première moitié du 20e. Alors je dis ça parce que pour elle, c'est nous la colonialité ou la colonisation, il est très difficile en tant qu'historienne, je suis historienne, de remonter jusqu'au XVIe siècle. On n'a pas autant de sources. Pour Oyeronke Oyewumi, le fait que le Nigeria était une colonie britannique de plus récemment par rapport dans l'histoire, lui a permis peut-être aussi d'avoir des sources, y compris des sources orales plus proches, et donc elle a pu interroger. Alors, qu'est-ce qu'elle constate ? Elle constate que chez les Yorubas, il n'y avait pas de différenciation des attributs physiques des personnes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas en masculin, féminin nécessairement, mais plutôt qu'il y avait beaucoup de termes. Il y a beaucoup de termes en langue locale qui sont non-genrés, neutres. On traduit peut-être par enfant, mais époux, que c'est ces catégories-là qui vont dominer. Donc on n'a pas systématiquement à binariser les genres des groupes sociaux. Et qu'on parle plutôt des humains, humaines, de l'humanité, et pas hommes-femmes, comme nous, on est plus en Occident à marquer. Les femmes, d'ailleurs, ne sont pas définies forcément, justement en termes de genre, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais plutôt par leur âge, par tranche d'âge. Je pense que ça, c'est général. On peut le trouver dans d'autres peuples, non seulement africains, mais de voir le groupe les mères, les femmes âgées. Il y a des catégories plutôt d'âge et pas tellement en binarité. Et que l'organisation de travail ne s'appuie pas forcément sur le genre, mais sur des prérogatives des lignages. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail des hommes, le travail des femmes. Donc elle voit beaucoup de différences. Elle se dit qu'il n'y a pas tellement dans ce livre. Alors bon, j'ai la traduction ici en espagnol, mais il est publié en anglais. En tout cas, Oyeronke Oyewumi propose en anglais je pense que c'est pas traduit en français encore, l'invention des femmes. Comment donc elle arrive à la conclusion que la catégorie femme, comme l'entend Simone de Beauvoir, elle n'existait pas avant la colonisation britannique chez les Yorubas du Nigeria. Donc, elle se dit, María Lugones, en lisant Oyeronke Oyewumi, elle dit, mais dans les Amériques, ça devait être, il y a beaucoup de traces ou de preuves que nous aussi, on n'avait pas ce binarisme, qu'il y avait cette construction de la femme en contexte colonial. Elle le pense. Le second livre ou la seconde autrice sur laquelle elle s'appuie, c'est une chercheuse et poète autochtone des États-Unis, Paula Gunn Allen, qui, dans son livre ou dans ses travaux, y compris de poésie, s'interroge sur le fait que, justement, dans sa communauté autochtone, eh bien, il n'y avait pas non plus un patriarcat, comme on pense souvent, dire que les hommes imposaient leur domination sur les femmes. Au contraire, elle constate que dans ces traditions autochtones des États-Unis, il y a plutôt ce qu'elle appelle des gynécraties, c'est-à-dire un régime politique dans lequel le pouvoir est partagé. C'est pas non plus, aujourd'hui on dirait ça des matriarcats, mais c'est pas le contraire de patriarcat, c'est-à-dire c'est pas les femmes qui dominent les hommes, mais plutôt un espace dans lequel le pouvoir est partagé, plus équilibré, des sociétés beaucoup plus équilibrées, où justement le lesbianisme est accepté par ces autochtones, qui au contraire ne voient pas cela comme quelque chose
à poursuivre de négatif ou de pervers ou de ce qui n'est pas dans la norme, mais il est accepté. Au contraire, dit-elle, Paula Gunalen, ces formes autres de sexualité et des genres qui ne sont pas binaires, c'est quelque chose de vu comme très positif, très positif. Et donc, que pour ces autochtones, il y a des domaines de liberté, en fait, que ces espaces, on n'est pas dans des genres marqués comme en Occident. Donc, en lisant cela, Maria Lugones se dit, eh bien, dans les Amériques, visiblement, effectivement, ce binarisme, ce genre homme-femme, et homme, c'est masculin, femme, c'est féminin, eh bien, c'est une création coloniale. Et que ça, ce sont les colonisateurs qui vont l'imposer parce que c'est une manière de dominer et de séparer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il ne s'agit pas seulement de dominer pour dominer, mais que les fins sont toujours économiques et qu'en séparant en deux genres, c'est plus facile. Ces personnes vont faire ce travail, les autres vont faire cet autre travail. On est aussi un travail très genré. Donc, pour elle, la colonialité va être aussi celle de l'imposition de ce binarisme de genre. Et on le voit par exemple dans différentes cultures où on appelle ça un troisième genre, a persisté jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous permet pour elle en tout cas aussi, d'affirmer que c'est une construction plutôt de la colonisation et qu'on a gardé en fait dans certaines cultures des formes autres qui montrent qu'il y avait ces autres possibilités. Et partout dans le monde, alors là, nous avons... Alors ces formes de troisième genre ne sont pas, comme on peut l'entendre en Occident, ça ne veut pas dire une transition. Ce sont des espaces plutôt intermédiaires. Ce n'est pas que des personnes avec des organes sexuels masculins veulent se transformer et avoir des organes sexuels féminins. Non, c'est qu'on est dans des espaces plutôt ouverts, assez libres, et que c'est ça qui pose problème d'ailleurs à la colonisation, et c'est pour ça qu'il y a eu une répression de ces espaces qui sont des espaces un peu de liberté. Donc Maria Lugones, dans La colonialité du genre, termine en disant: donc, nous avons un système qui a divisé les hommes et les femmes, on va parler avec les termes occidentaux, de manière particulière. Si on revient à notre idée de la zone de l'être, les femmes qui vont être dans la zone de l'être, donc de vraies femmes, des femmes à part entière, qu'elle appelle vraiment des femmes, ce sont les femmes occidentales. Les femmes occidentales qui héritent dans les Amériques des caractères de la féminité, à savoir la beauté, la délicatesse, la fragilité. Alors, il faut les protéger. Elles sont délicates, elles sont belles, elles sont... ça, on va les retrouver. Ce sont les femmes d'ailleurs mariables pour les colonisateurs. Et puis, dans la zone du non-être, toutes les autres femmes que Maria Lugones appelle des anafemelles, parce que, justement, on se rapproche de l'espace de la non-humanité, et qui vont être non seulement pas considérées comme de vraies femmes, mais que pour des besoins économiques, elles vont être assignées à des fonctions qui vont justifier un certain nombre de créations de caractères qui vont leur être apposées. À savoir, la question du care, ce ne sont pas les femmes occidentales blanches qui vont, par exemple, vous savez, dans les Amériques, longtemps, l'allaitement est dérivé ou donné à des femmes, et en particulier noires des Amériques, la garde des enfants aux femmes racialisées ou racisées, plutôt. Le travail aussi, le travail domestique, le travail, certains types d'emplois, et l'hypersexualisation aussi de ces femmes, puisqu'elles vont être aussi... Ça va justifier l'exploitation sexuelle de ces femmes, qui ne sont pas justement protégées comme les autres. Celles qui sont dans la zone de l'être vont être protégées, puisqu'elles sont fragiles, elles sont considérées comme... etc. Il va y avoir une protection vers elles, alors que les autres, les anafemelles, comme les nomme Maria Lugones, eh bien, elles vont être exposées à la fois aux violences,
Et notre histoire des Amériques, présentée comme une grande histoire du métissage, du mélange, de l'harmonie raciale au Brésil, non, la démocratie raciale, eh bien, c'est pas une démocratie, c'est aussi l'histoire de ces formes d'imposition coloniale. Et donc, pour Maria Lugones, c'est ça la colonialité du genre. C'est-à-dire qu'il faut penser, même le féminisme occidental, qui dit que toutes les femmes sont soumises à la domination masculine. Eh bien, Maria Lugones et les féministes décoloniales des Amériques se disent, peut-être pas toutes de la même manière. Non, pas toutes. Enfin, ce que disent les féministes non occidentales, mais pour nous, c'est la colonialité qui nous a séparés, qui a séparé ces espaces, et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces formes de séparation justifient, par exemple, la violence, par exemple sexuelle, sur certaines petites filles, les filles, par exemple, dans les espaces, bien sûr, défavorisés, mais je pense dans l'Amazonie, tout l'espace amazonien, où les femmes vont être aussi, et pas seulement, mais je pense à celles-là, très très jeunes. Et justifier cela par leur caractère un peu naturel, inné, à la lascivité, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est justifié ainsi, pour ne pas les protéger. Alors que les jeunes filles, et c'est très bien, enfin, c'est pas, la question n'est pas de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit justement que c'est pas bien de protéger les jeunes filles qui sont dans la zone de l'être. C'est comme ça que toutes devraient être. Mais, avec ces différences, certaines femmes sont beaucoup plus protégées et d'autres sont exposées par ce fait de les avoir séparées en deux groupes distincts et ne pas être considérées comme de vraies femmes, des femmes à part entière ayant les mêmes droits. La même chose, on pourrait, je pense, en pensant à la colonialité du genre, appliquer aux hommes. C'est-à-dire que tous les hommes ne dominent pas et tous les hommes ne sont pas des dominants dans ce contexte, puisqu'il y a des hommes qui sont dans la zone de l'être, les colonisateurs et leurs descendants, et les autres vont se retrouver dans la zone du non-être. Et donc là, il n'y a pas de domination masculine, enfin pas de cette manière, en tout cas pas à la même échelle. Donc ça questionne aussi ces questions de domination, à penser de manière plus complexe. Et puis pour terminer, la question de la colonialité du genre, c'est un autre exemple. Après, on pourra, je vais un peu plus vite pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger à travers les questions. Celui de la colonialité de la nature, c'est-à-dire que comme on pense la colonialité en termes humains, il faudrait aussi la penser en termes qui vont au-delà. À partir de la modernité, et que nous on situe donc en 1492, et notamment au moment du cartésianisme, Descartes, grand philosophe de cette séparation entre l'humain et le non-humain. On s'est construit dans la pensée occidentale avec cette distinction fondamentale, essentielle entre les hommes et les animaux, les autres, ceux qui ne sont pas des hommes, le non-humain. Et comme pour le reste, la colonialité de la nature, en fait, a imposé aussi une hiérarchisation de cet espace du non-humain. Une grande différenciation entre les uns et les autres, et puis une hiérarchisation des animaux, des végétaux, des minéraux, ce qui fait que on a non seulement cette hiérarchisation, mais surtout toujours de la domination. La justification de la séparation entre l'humain et non-humain sert à, justement, peut-être à légitimer la maîtrise de l'humain sur le non-humain, à ce qu'on légitime l'extraction minière, l'exploitation des terres jusqu'à épuisement, puisque c'est pour le bien des hommes, puisque l'homme domine la nature. Non, l'idée d'ailleurs que l'homme domine la nature. Quand je le dis homme, parce que c'est surtout, c'est vrai, les hommes, en l'occurrence, qui dominent la nature, et c'est ça qui va être sur le paradigme autour de la nature. Eh bien, ça contraste complètement
dit-on depuis les études décoloniales et l'écologie décoloniale, avec la pensée, parce que ça c'est un paradigme, ce paradigme de l'humain non humain, est complètement inverse à celui des peuples autochtones, qui ne considèrent non seulement pas la nature comme une hiérarchie, mais qui se considèrent l'humain comme faisant partie, comme intégrant la nature dans son entièreté. C'est-à-dire que si, dans une pensée coloniale de la nature, on dit que l'homme domine la nature, enfin, ou que la nature appartient à l'homme, ou à l'homme, dans les peuples occidentaux, on pense que les humains appartiennent à la nature, que c'est la nature, c'est-à-dire en général la terre-mère, souvent dans les peuples, que ce soit dans toutes les Amériques, la Pachamama par exemple dans les Andes, mais ailleurs aussi on trouve, hors l'Amérique, cette idée que la terre c'est cette grande mère qui tient, et ces représentations contemporaines nous montrent bien, c'est-à-dire que les humaines et humains sont intégrés et donc il n'y a pas de supériorité et il n'y a pas de possibilité puisqu'on se pense à égalité. Vous voyez, en fait, légitimer la hiérarchie et la séparation surtout entre l'humain et non-humain va pouvoir justifier nos formes extractivistes, les formes d'extraction, les formes d'exploitation à l'extrême. Quand je dis extractivisme, vous savez que depuis le XVIe siècle qu'on exploite Potosi, aujourd'hui, vous savez ces grandes mines, Potosi en Bolivie, qui sont exploitées depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a pas une once d'or, d'argent, puisque c'est plutôt des mines d'argent. Cette terre, elle a été complètement asséchée, appauvrie, tuée en réalité. On tue. Donc c'est pour ça avec l'idée que c'est pour le bien de l'homme. Pour le bien, on peut dominer. Dans une perspective non occidentale, des peuples autochtones, et je pourrais ajouter que que tout ce que je dis, parce que la colonialité commence donc en 1492, la fin du XVe siècle. Ça veut dire qu'on avait des formes, même en Occident et même en Europe, qui ne sont pas celles de la colonialité. Si vous pourrez me dire, mais on pensait ça aussi, je ne sais pas, dans un peuple, en Pologne, c'est possible, ou que chez les Celtes, ou je ne sais pas. Parce que les peuples, en tout cas non coloniaux, peuples autochtones, n'ont pas pensé, en général, c'est plutôt pensent la nature comme un espace, enfin, donc une symbiose, une vision très holistique de cohabitation entre l'humain et non-humain. D'ailleurs, il n'y a pas de division entre humain et non-humain. Les humains font partie de l'espace nature, qu'on appelle différemment juste le monde, la terre, la mère-terre. Et donc, une impossibilité de tuer des formes qui sont égales à soi. Non, si on considère l'égalité, c'est parce qu'on n'est jamais, vous avez vu depuis le début de la conférence, en fait, la division entre ce qui est humain et non humain suppose que on respecte uniquement ce qui est dans notre catégorie humain, mais à partir du moment où on le sort de la catégorie humain, ces non-humains perdent des droits qu'ont les humains. Et cela justifie l'exploitation de tout l'espace non humain, non considéré comme non humain. Donc, cette question où la théorie décoloniale va poser, c'est indispensable, on ne peut pas penser comment on construit la non-humanité sans penser et aller au-delà vers les animaux, les végétaux, la terre dans son ensemble. Et donc on pense, je dis ça parce qu'on considère que, encore une fois, en Occident, on découvre des choses nouvelles, on répond à cet extractivisme par des nouvelles pensées très écologiques, comme si enfin, c'est très bien, c'est très très bien, mais juste, enfin, on répond à des choses qu'on a construites ici pour défaire ce qu'on se rend compte qui est non seulement, enfin, c'est pas une erreur parce qu'on décrète que c'est occidental et c'est une erreur. On se rend compte qu'en termes d'environnement, on est tous d'accord qu'il y a un véritable, non seulement danger, urgence, à ce que les humains et les humaines sont en train de faire aujourd'hui. Donc,
les réponses qu'on essaie de donner, eh bien, elles existaient déjà, on les a défaites. Et là, on doit effectivement se poser la question de ce qu'on fait aujourd'hui et peut-être cette pensée aux peuples autochtones qui luttent encore pour garder ces formes d'équilibre, d'un certain équilibre entre tout leur environnement est important. Donc, ce que propose la théorie décoloniale, pour conclure, c'est plutôt une éthique politique de la pluriversité. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'universalisme, puisqu'on n'est pas... on peut respecter le plurivers. L'universalité est plutôt un concept situé et qui suppose que des réalités particulières, celles d'ici, de l'Occident, représentent l'universel. Or, la pluriversalité donc, ne dit pas cela. La pluriversalité est une proposition qui s'oppose à ce modèle global qui est totalitaire d'une certaine manière. Dans ces conditions, donc, la notion de pluriverse ou de pluriversalité est un pari qui vise à visibiliser, à rendre visible la multiplicité des savoirs. C'est ça dans la pluriversité, c'est de visibiliser la multiplicité des savoirs, des formes d'être, des cosmovisions, qu'on puisse respecter la cosmovision d'ailleurs. Et on peut dire que pluriversalité, c'est, si on paraphrase les zapatistes du Mexique, l'égalité dans la différence. C'est parce qu'on est différent qu'on est égaux. En fait, c'est cette diversité, cette différence qui est ce qu'on doit maintenir, ou la possibilité d'un monde où cohabitent plusieurs mondes. Non? Parce qu'en espagnol, un mundo donde quepan muchos mundos. Donc pour nous, décoloniser, c'est vraiment... Alors en espagnol, en plus, en français, on ne peut pas le faire, je l'ai laissé en espagnol. Nous, on peut avoir deux termes, descolonizar ou décolonizar. Et en espagnol, on a choisi le second, décolonizar, qui en français est traduit décoloniser. Mais cette suppression pour nous du S, et donc que veut dire décolonial en réalité pour nous? C'est pas un anglicisme, enfin pour nous, si on le prend en espagnol, c'est marquer la distinction, c'est vraiment désarmer, défaire, renverser la colonialité. La colonialité, c'est une théorie décoloniale de la décolonialité et pas du décolonialisme, de la décolonialité, puisque ce qu'on veut défaire, c'est la colonialité. Donc on décolonialise, enfin, c'est la décolonialité. Donc passer d'un... il ne s'agit pas simplement de passer d'un moment colonial à un autre qui n'est pas colonial. Ce n'est pas juste faire du post dans le sens strict du terme, juste on finit la colonie et on passe à un post-colonie, mais comme si on pouvait détruire la structure et les traces de cette colonisation. L'intention des décoloniaux ou de la théorie décoloniale est plutôt de montrer et de provoquer un positionnement. Qu'en pensant toutes les questions dont je vous ai parlé là, on puisse se questionner et qu'on assume plutôt une posture. La décolonialité n'est pas en soi une réponse, il n'y a pas une recette à la décolonialité. D'abord, c'est un positionnement. D'abord, c'est se questionner sur notre position de pouvoir, sur cette posture, et donc avoir continuellement une interrogation qui transgresse, qui intervienne, qui se rebelle et qui agisse contre des formes qui sont des formes de domination. Donc la décolonialité implique un chemin de lutte continue où nous pourrons surtout et que nous devons surtout encourager des lieux d'extériorité et des constructions alternatives, encore une fois, la pluriversité au lieu de l'universalité, si on prend les termes de Catherine Walsh, avec laquelle je termine cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Je serais ravie de répondre à vos questions, de préciser des choses, ou d'élargir le débat. Merci à vous.